intramusculaire de morphine dans la cuisse. Allez, en avant. Il me faut absolument de l'eau, donc s'il y a des moyens, il faut le faire venir. Okay, keeping in no time. Les gorges du Verdon, en France, sont parmi les endroits les plus réputés au monde en ce qui concerne la pratique de l'escalade. Avec des falaises qui atteignent 300 mètres de haut, elles offrent aux grimpeurs un immense terrain de jeu et attirent des alpinistes du monde entier. Cependant, escalader des falaises d'une telle hauteur ne laisse pas place à l'erreur. Au moindre incident, les alpinistes se retrouvent immédiatement bloqués en pleine paroi. Le moyen le plus efficace pour les tirer d'affaire est alors l'hélicoptère. Un homme vient de recevoir un bloc de pierre sur l'épaule. Blessé, il ne peut plus monter ni descendre tout seul. L'aide des secouristes du Verdon devient indispensable. Je suis sur ma terrasse tranquille, le Mipson. Gérald Privat est le chef secouriste de l'intervention. Je vois que c'est un secours en montagne. Je monte à la caserne. Gérald est de garde ce jour-là. Il a donc l'obligation de se trouver à moins de 5 minutes du centre de secours en tout temps. Lorsqu'un incident survient, il n'y a pas une minute à perdre. La situation peut être grave. Gérald doit aller récupérer des informations au centre de secours où son coéquipier vient d'arriver. À l'alerte, on part quand même pour une personne qui a reçu des pierres, mais on ne sait pas dans l'état qu'on va la trouver. Puisque au départ, c'est peut-être un peu anodin, mais arriver sur les lieux, ça peut être autre chose. Tu ne peux pas savoir à l'avance si tout va se passer bien et si tout... tu n'as pas tous les paramètres, il faut toujours faire avec ce que tu sais faire au fur et à mesure, quoi. On nous dit victime en paroi, chute de pierre. On avait une notion de un bras cassé, peut-être une clavicule, mais sans plus, quoi. Patrick Ponce était de garde le jour de l'intervention. Ce pilote de la sécurité civile est basé à Cannes, à 60 km des gorges du Verdon. Comme chaque début de journée, il doit préparer son hélicoptère pour être prêt à intervenir n'importe où. Comme tous les matins, donc j'arrive en moto, je vais me changer, j'arrive à la machine, visite de la machine, et puis ensuite, on attend l'alerte. Ce jour-là, l'alerte ne tarde pas à arriver. Les secouristes, le pilote et le mécanicien sont tous mobilisés simultanément. L'hélicoptère d'urgence, appelé Dragon 06, se trouve à 20 minutes de vol des secouristes. Il va les récupérer sur la zone désignée, à Castellane, tel que prévu par le protocole. On ne traîne jamais sur un secours, on ne traîne jamais. Il ne faut pas se précipiter, mais on y va toujours dans tous les cas rapidement, quoi. Entre le déclenchement de l'alerte et le décollage de la machine, il se passe en moyenne entre 10-12 minutes. Pour ne pas perdre de temps, les deux équipes doivent se retrouver en même temps sur la zone. Pendant que l'appareil vole en direction des secouristes, ceux-ci doivent finir de s'équiper. Ils arriveront au lieu du rendez-vous en voiture, quelques minutes seulement avant l'hélicoptère. La coordination est parfaite. Seulement 30 minutes se sont écoulées depuis l'alerte.
Arrivés dans les gorges depuis à peine quelques minutes, les secouristes localisent les victimes. Ils connaissent bien ce secteur, appelé la falaise de l'Escalès. Quand on fait une reconnaissance avec l'hélicoptère, on se trouve à 30 mètres des falaises. Et quand les gens voient l'hélicoptère, de suite, ils nous font signe, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, là, en l'occurrence, on les a trouvés de suite. On a vu de suite qu'on pouvait faire le secours à l'hélico. Ils étaient en partie médiane où on pouvait avoir accès directement grâce à l'hélicoptère. Les secouristes doivent se faire élitreuiller. Ce type d'intervention est l'option la plus rapide, mais elle nécessite d'excellentes conditions météorologiques. L'élitreuillage, c'est le pilote qui décide. C'est lui qui dit « moi j'y vais » ou « moi j'y vais pas ». Et après, c'est une entente entre le pilote et le mécanicien. Et puis toi, tu es au bout du câble et tu fais quelques signes. Et puis voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Il est impossible de treuiller sur une paroi verticale, de treuiller directement une personne. Donc en fin de compte, on va monter au-dessus de la falaise. Lors de cette opération, je suis au-dessus de la falaise avec les pales à 1 ou 2 mètres au-dessus du haut de la falaise. Voilà. Ce qui me permet de déposer le secouriste immédiatement contre la paroi. Voilà. Et ce qui me donne aussi énormément de repères pour pouvoir stabiliser correctement la machine. Pour l'élitreuillage, le pilote doit se placer le mieux possible afin que son appareil reste immobile pendant de longues minutes. Toutefois, l'environnement particulièrement vertigineux lui demande toute sa concentration. Il n'est jamais à l'abri de mauvaises manœuvres. On peut se retrouver dans des situations extrêmes au niveau pilotage. Et des fois, même la puissance de la machine, malgré nos 2 fois 800 et quelques chevaux, ne sont pas suffisants pour arriver à tenir le stationnaire. Robert est le premier secouriste à arriver auprès de la victime. Il est chargé de faire un premier bilan médical. La manœuvre est délicate et demande beaucoup de concentration de la part du pilote. Le plus critique, c'est quand on va déposer le secouriste. Il n'est pas question d'arriver trop vite et que le secouriste, par exemple, pourrait taper contre la paroi. C'est-à-dire qu'on va déposer un secouriste contre un obstacle, sur un obstacle. La précision de pilotage, tout seul, en tant que pilote, on peut arriver à avoir une précision de l'ordre du mètre. Sur une intervention comme ça, le secouriste, on travaille de l'ordre de 10 cm. C'est-à-dire qu'on amène le secouriste qui va pouvoir accrocher son mousqueton sur le point d'ancrage. Robert fait assez vite le bilan de la situation. Il évalue qu'il va falloir évacuer 2 personnes au lieu d'une seule. En effet, la jeune femme qui accompagne la victime est trop sous le choc pour quitter la falaise toute seule. Le deuxième de cordée, c'était une fille qui était avec lui. Elle ne se sentait pas non plus de devoir partir son premier de cordée. Quand on est dans un milieu comme ça et qu'on n'est pas préparé à un incident, de suite, on perd des moyens, quoi. Le mieux dans cette situation-là, c'est que moi, j'aille récupérer une victime, donc à déterminer laquelle est à extraire le plus rapidement. Changement de plan. Tu t'en vas. Direct. Quand tu arrives, tu t'attrapes, tu t'attaches, tu t'en vas. D'accord ? Gérald est élitreuillé à son tour. C'est lui qui va récupérer la jeune femme. Le choc émotionnel qu'elle a subi lui a fait perdre tous ses moyens. Il faut donc l'évacuer le plus vite possible pour éviter un autre accident. Robert tente de la calmer. C'est au tour de Robert de remonter avec sa victime qui est ébranlée, mais très calme.
La remontée s'effectue sans problème. Ouais, on va s'en gagner, quoi. Ne ferme pas les yeux, hein. On va s'en gagner. Là. Depuis qu'on a ce type d'hélico, on fait beaucoup de décrochage en paroi. C'est un gain de temps, on va dire, et un gain au niveau aussi de la sécurité, parce qu'on mobilise beaucoup moins de personnel, on descend pas dans la paroi, donc on peut extraire très rapidement les victimes par rapport à leur pathologie. Pour ce type d'intervention, l'hélicoptère est le moyen le plus rapide et le plus efficace. Pendant toute la durée de l'intervention, chaque seconde représente un risque. Le plus délicat, c'est quand on va se retrouver en fait attaché à la machine et attaché au volet. Et c'est un laps de temps très court qu'il faut avoir. Pour X raisons, hein, le câble venait à se retendre, on est tous attachés. Régulièrement, sur des parois, ce truc comme ça, il y a des chutes de pierre. Le danger, c'est que l'hélicoptère fait bouger les branches et provoque des chutes de pierre. Pour effectuer ce genre de secours, tous les intervenants doivent être très bien entraînés et avoir une grande expérience. Pour entrer à la sécurité civile, on demande 12 ans d'expérience, on demande 2000 heures de vol. Il y a une raison, c'est que ça demande un minimum de technicité. C'est pas rien, mais c'est notre travail quotidien. Le Verdon est le quotidien des secouristes qui connaissent parfaitement ce terrain d'intervention. En fait, plusieurs d'entre eux ont grandi dans les alentours. Gérald vit aujourd'hui à Castellane, la ville la plus proche des gorges. Depuis toujours, il parcourt les sentiers du Verdon, ce qui s'avère un atout indispensable pour être secouriste dans cette région. Disons qu'on connaît les risques qui sont liés par rapport au secteur. On connaît disons, tous les chemins d'accès, on va dire, pour intervenir le plus rapidement possible. Et on prend connaissance des différents secteurs d'escalade qui vont s'ouvrir tout au long de l'année. Aujourd'hui, Gérald se promène sur les crêtes. Il en profite pour faire de la prévention auprès des grimpeurs qui ne sont pas toujours très prudents. Aujourd'hui, il tombe bien. Sa présence va éviter à une jeune fille de se retrouver bloquée en paroi en raison de son système de descente mal installé. Une longueur, vous n'arrivez pas, automatiquement ça va bloquer. Ce n'est pas tout, puisque tout le groupe accumule les erreurs de sécurité. Relongez-vous quand vous faites des manips comme ça, restez pas sur l'autobloquant, relongez-vous. Il serait quand même nécessaire par rapport à la voie que vous allez faire de mettre un casque. Voilà. C'est quand même, vous avez du passage en mode paroi et on ne sait jamais une pierre qui pourrait partir. Gérald sait de quoi il parle. Dans cette même voie, il est venu en aide à une personne victime d'une chute de pierre. Sans son casque, la victime aurait pu y laisser sa vie. Donc le casque, pour les grandes voies, certaines personnes le mettent, certaines personnes un peu l'oublient. Mais bon, on n'est pas là non plus pour... On est là pour faire de la prévention, mais on n'est pas là pour faire les gendarmes, en fait. La jeune fille est à peine descendue que Gérald aperçoit déjà un autre groupe de grimpeurs. L'un d'entre eux ne porte pas de casque. Ce n'est pas son jour de chance. J'aurais dû mettre un casque. Voilà. Ça va? Et il est quelque peur pour les cailloux en bas? Eh ben, quand même un peu, ouais. Pourquoi? Parce que je veux pas de casque. Bah, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est un secteur qui est dangereux par rapport aux chutes de pierre. On se rend compte qu'on passe pas loin des fois. Et... Oh, oui, tout à fait. Ben, là, j'ai ramassé un caillou, j'ai eu de la chance, il était grand comme ça, je l'ai eu sur le genou. Voilà. Donc je me suis bien dit, je l'aurais pris sur la tête, génial quoi. En plus, j'en ai de moins en moins pour me protéger. Voilà. Dans l'année, on va arriver à faire 2-3 cordées qui prennent des pierres. Tu peux boire de l'eau? Oui. Parce qu'il faut mettre un casque. Et il faut boire. Et il faut boire de l'eau. On ne peut recommander qu'aux grimpeurs de mettre des casques, quoi. Ainsi que de partir dans les grandes voies avec de l'eau
et du matériel adéquat par rapport au topo. Les recommandations de Gérald sont basées sur de nombreuses années d'expérience. J'ai intégré le secours en montagne dans les années 90. Donc ça fait maintenant, j'ose pas le dire, mais 18 ans que je suis au secours en montagne. Pour pouvoir intervenir en milieu périlleux, Gérald a suivi une formation bien spécifique, le SMO ou secours en montagne. Cette formation, s'adressant à des pompiers professionnels, n'a lieu qu'une seule fois par an, à Chamonix, véritable capitale française de l'alpinisme. Aujourd'hui, une quinzaine de pompiers sont arrivés des 4 coins de la France pour effectuer un stage de secours en montagne appelé SMO2. Il s'agit d'une spécialité qui permettra aux stagiaires de participer à des interventions en montagne en tant que coéquipiers. Chacun d'entre eux est déjà expérimenté et a déjà obtenu un premier niveau. C'est des personnes qui ont déjà le module SMO1 et qui ont été détectées via ce stage, via ce premier niveau, pour pouvoir être secouristes en montagne. Donc la présélection elle est assez soutenue quand même. Il faut être assez entraîné et aguerri pour déjà prétendre à ce stage. Les stagiaires ont été triés sur le volet. Seuls ceux qui ont déjà une grande expérience en montagne peuvent participer au stage. Pourtant, même pour ceux qui s'y connaissent bien, le pari est loin d'être gagné d'avance. Je pense que ce serait une erreur de se dire que ça va être acquis rapidement, quoi. Enfin, comme ça. Ouais, il faut se dire qu'on peut repartir sans, quoi. Jean-Charles est un pompier du groupe Milieu Périlleux dans les Alpes-Maritimes. Afin d'intégrer l'équipe de secours en montagne de son département, il doit absolument obtenir cette nouvelle spécialité. Au cours de la séance d'aujourd'hui, les stagiaires apprendront comment treuiller une victime du haut d'une falaise sans hélicoptère. Pendant l'exercice, ils devront se comporter comme s'il s'agissait d'un secours réel. Le premier secouriste doit descendre en rappel pour rejoindre la victime bloquée en pleine paroi. Il doit faire un premier bilan médical et indiquer au reste de l'équipe les moyens à utiliser pour l'extraction. Victime sécurisée, celle-ci présente une suspicion de fracture jambe droite. Donc pour l'évacuation, on va utiliser le Franco Garda. Terminé. Ok, reçu, le Brancard Franco Garda est en préparation. Il arrive quand il sera prêt. Parlez. Bien reçu pour l'équipier secouriste, terminé. La victime a une fracture à la jambe et doit impérativement être remontée à l'horizontale. Les pompiers préparent l'ensemble du matériel indispensable à la manœuvre. Ils ont besoin d'un bipode qui va permettre de s'éloigner de la paroi et d'éviter les chocs. Puis d'un treuil thermique capable de remonter 300 kg à 17 mètres par minute. C'est Jean-Charles qui va effectuer la remontée, suspendu à 300 mètres du sol. Allez, stop. 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 Ouais, c'est bon, on l'a bougé même du droit. Le bipode vient de glisser. Chaque geste est scrupuleusement contrôlé puisque personne n'a droit à l'erreur. Ok, du mou sur la... Sur celle de... Là, on va... Là, hop, ça va? Ok, c'est bon. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc en bas, le principe, tu as bien compris, hein? Tu dépasses un petit peu, tu ouvres et tu remontes. Jean-Charles arrive auprès de la victime et la prépare sans grosse difficulté. Il s'agit d'une intervention qu'il a appris à faire dans des conditions beaucoup moins extrêmes. Cette mise en situation est indispensable pour lui. Pourquoi? L'accueil de la victime, c'est des gestes qu'on a déjà vus. Après, voilà, on travaille avec du matériel un peu différent. Le bipode, c'est du matériel qu'on n'a pas dans le 06 et certains agréments. Donc, on s'accommode et on essaie de voir quelles sont les contraintes de ces matériaux pour travailler, quoi. Et ici, ah ouais, tu es seul comme ça et tu portes là. Et là, tu régules et tu regardes. Après Jean-Charles, c'est au tour des autres stagiaires de réaliser la même manœuvre.
Ça va? Top, top, top. Ah, c'est bon. C'est bon. Toute la journée, les interventions se succèdent sans cesse, ne laissant aucun répit aux futurs secouristes en montagne. Encore du mou. Top. Là, vous regardez, vous allez tout doucement. Ce qui est important, c'est que le nœud, vous le laissez embuter dans la poulie et ça va ramener le mât. D'accord? Continue le treuil, temps de travail, continuez, 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 continuez. Allez, hop, hop, voilà. C'est bon? À la fin de la journée, les formateurs font leur bilan sur les performances des stagiaires. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux ont été trop lents. On fait un brelage au niveau de la tête. Ça manque un peu de pratique, on sent, mais ça va venir au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est pas trop fluide, mais c'est normal. Ils apprennent les bases et voilà, maintenant ils vont pratiquer. Ça a mis un certain temps parce que c'est quand même des manipes qui sont compliquées, qui sont en plein gaz. Il y a la verticalité. Chaque geste, chaque mauvais geste peut avoir des conséquences. Donc il faut faire ça dans les règles de l'art. Jean-Charles et ses collègues apprendront à être plus rapides lors de leurs manœuvres. Ils obtiendront tous leur spécialité. Vous voyez, il y a le cours là à 18h du médecin, donc on va y aller. Okay. Pour obtenir leur spécialité, les stagiaires doivent réussir un dernier cours, celui de médecine de montagne. C'est ici, à Chamonix, qu'on a commencé à médicaliser des victimes directement en milieu montagneux. Les médecins de Chamonix sont mondialement réputés pour leur grande expertise dans ce domaine. Le massif du Mont-Blanc est le plus fréquenté au monde pour la pratique de l'alpinisme. Cependant, c'est aussi le massif montagneux où il se produit le plus d'accidents. Nous sommes dans la Vallée Blanche. Un planchiste vient de tomber dans une crevasse. Cette piste non balisée est l'une des plus mythiques au monde. Toutefois, en haute montagne, les crevasses sont nombreuses et il est risqué de s'y aventurer sans guide. Ce planchiste espagnol vient de l'apprendre à ses dépens. Heureusement, l'équipe de secours de Chamonix est prête à intervenir rapidement. À l'hôpital de Chamonix, Emmanuel Cauchy est le médecin responsable de l'intervention. Son surnom, Docteur Vertical. Pendant 20 ans, il a effectué des secours en tout genre dans le massif. Il est médecin, mais également guide de haute montagne. Sa grande expérience fait de lui un acteur de premier plan lors des secours. Il parle aujourd'hui de cette intervention en crevasse. Là, c'est un secours... Je me rappelle assez bien parce qu'il était assez intéressant d'abord et puis c'est bien terminé aussi. Mais c'est un Espagnol en fait qui était tombé dans une crevasse. Donc là c'était assez intéressant parce qu'il a fait une grande profondeur. C'est-à-dire qu'on était déjà quand même à 15 ou 16 mètres de profondeur et c'est très exigu, dans la glace. Et il s'était fracturé a priori au moins les 2 pieds en tombant avec son surf. Et son surf l'a un peu sauvé quand même parce qu'avec le surf il est resté un peu coincé en bas de la crevasse. Parce que la crevasse là elle continue après, il y a des... Elle fait au moins 30 mètres en fait. Quand Emmanuel arrive sur les lieux, il comprend vite qu'il va devoir utiliser les méthodes de secours en milieu vertical pour rejoindre sa victime. Les secouristes qui l'accompagnent ne tardent pas à installer le matériel. Là, je descends avec la perche vide. Donc je suis accroché à la fois au treuil et puis il y a le câble. Il y a un autre treuil qui descend le câble avec la perche et moi je descends. Il y a déjà un secouriste qui est descendu avant moi et qui a fait un premier bilan. Le bilan n'est pas bon. L'homme est conscient, mais a visiblement de nombreuses fractures. Tu es espagnol? Oui. Bon, où est-ce que tu as mal? Au pied. Au pied, le droit? Les deux. Celui-là, non? Il va bien? Non, les 2 pieds. Et les bras? Non. Il a donc très mal aux pieds. Alors bien sûr, il a d'autres lésions, il faut toujours se méfier. Il a réussi à s'asseoir comme il a pu sur un petit bout de glace. Et puis, il faut faire attention parce que lui, il se plaint de lésions au niveau des 2 pieds, mais en même temps, il a aussi des petites fractures de côte, enfin d'autres choses qu'on ne voit pas forcément au début. Il y a un autre secouriste du PGHM qui est ici et qui
qui va m'aider à le prendre en charge. Donc il installe la perche. Il ne faut pas trop tarder parce que l'hélico, là, ça se bouge au-dessus et si ça continue, on ne va pas revenir en hélico. Le but, c'est d'arriver à le mettre dans la perche le plus rapidement possible en plus parce que le mauvais temps arrivait, donc il fallait qu'on fasse le secours assez vite. Mais en même temps, essayer quand même déjà de lui apporter des antidouleurs. L'une des premières actions du médecin est de perfuser la victime. Le produit va agir en 3 minutes. La victime pourra donc être évacuée sans aucun problème. Ok, voilà. Ok. Bon. Le secours est une réussite, en grande partie grâce à l'intervention rapide du médecin. Les services de secours du massif du Mont-Blanc ont vite compris cela. C'est pour cette raison que le secours médicalisé en montagne est apparu dans la région. Stop, stop, stop. Vas-y. Nous, quand on a commencé ce travail, au début, les médecins n'étaient pas secouristes. Les médecins restaient à l'hôpital et c'est les secouristes qui allaient chercher les blessés et puis les ramenaient tant bien que mal en les saucissonnant dans des barquettes. Et ils les ramenaient à l'hôpital et puis nous, on commençait à faire le rôle de médecin à l'hôpital. Donc en fait, on s'est aperçu qu'on perdait pas mal de gens entre ces deux moments. Entre le moment où ils le prenaient, ils l'amenaient à l'hôpital, il se passait bien des fois une demi-heure, voire 1 heure, pendant lesquelles les gens qui étaient atteints de lésions graves pouvaient succomber ou pouvaient s'aggraver fortement. Donc là, on a trouvé qu'on pouvait avoir un intérêt d'être sur place avec les secouristes. Il fallait aussi qu'on soit compétent en montagne. Bien sûr, il a fallu aussi faire de l'auto-apprentissage, parce qu'il n'y avait aucune formation qui nous était attribuée à l'époque. Donc maintenant, bien sûr, après 20 ans, on a commencé à professionnaliser tout ça. On a maintenant des stages de formation, mais ce n'est pas encore énorme. On n'en a que dans les centres où il y a beaucoup de secours. Emmanuel Cauchy a fondé une association d'interventionnistes en médecine de montagne, l'IFREMONT. Il donne des formations spécifiques à ce milieu aux médecins. Aujourd'hui, c'est la journée cascade de glace. Donc voilà, on va les emmener là, on est à Cogne. Très très bel endroit, c'est un peu la mecque de la cascade de glace en Italie. En Italie, de l'autre côté du massif du Mont-Blanc, l'IFREMONT dispense une formation d'1 semaine à un groupe de stagiaires afin qu'ils se familiarisent avec la montagne. Le but du stage, c'est déjà une première approche en fait, de la sécurité en montagne, avec aussi une mise en pratique, parce qu'en fait finalement on ne peut commencer à faire du secours en montagne ou même apporter du secours à une personne que si déjà soi-même on est relativement bien dans ses baskets, c'est-à-dire qu'il faut déjà être relativement confortable et ne pas penser à soi pour pouvoir penser aux autres. Pour pouvoir intervenir, il faut donc connaître tous les recoins de la montagne. C'est ce que les stagiaires devront apprendre. C'est mon premier contact avec la glace. J'ai déjà fait de la neige, du rocher, mais pas de la glace. Et c'est important justement là, ce stage pour toi là? Oui, c'est important parce qu'on fait pas mal de montagnes de notre côté. On pensait qu'on était relativement en sécurité et en fait on maîtrisait rien du tout. Oui, c'est prêt. Départ sur la bleue. Aujourd'hui, Serge, un médecin venu de Belgique, doit apprendre les bons gestes techniques à faire lors des secours. Pour cela, il est encadré par Guy, médecin et guide de haute montagne. Il doit apprendre à se sentir à l'aise dans ce type de milieu. Ouais, Serge, quand c'est vertical, essaye de garder les talons le plus bas possible. D'accord? Autrement, tu fatigues les mollets. Alors, premier contact? Super. C'est raide, mais ça tient bien. Je suis crevé. Pour être efficace, les médecins qui interviennent en montagne doivent s'y sentir à l'aise et avoir confiance en leur matériel. Ils ne sont pas urgentistes, mais ils pratiquent régulièrement l'alpinisme. Ils sont ici aujourd'hui pour apprendre à intervenir s'ils sont témoins d'un accident. Ils connaissent les secours médicaux, mais ils ont encore beaucoup à apprendre sur les techniques d'escalade. Je pense que c'est dur parce que j'ai pas une bonne technique et que je fatigue des bras. Et donc, je m'épuise.
Et la voie là que Manu a essayé de me faire prendre, qui est un peu plus difficile que celle-ci, ça m'a épuisé. Voilà. Bon, je suis pas dans la déroute, parce que je sais qu'il y a Pascal là-bas en haut, donc voilà. Mais un peu vexé de ne pas avoir triomphé. Mais bon. Déjà après un stage, on ne ressort pas comme on est arrivé. Et donc c'est sûr que donc je me sens pas du tout un mini-guide ou n'importe quoi. Donc de toute façon je pars avec des guides ou voilà. Mais au moins on comprend ce qu'ils font et surtout on n'est plus passif, on peut être un peu modestement actif. Ça change tout la manière de circuler en montagne et surtout de prendre en considération la montagne. Hop. Et donc tu penses qu'avec ce stage, tu vas aussi prendre moins de risques et... Certainement. Pourquoi? Parce qu'on est conscient. Pascal, un guide de haute montagne, apprend à Olivier comment économiser son énergie en cascade de glace. Ouais. Tu crochettes dans les trous, bras tendus. Tu te décales. Donc ça c'est une broche à glace. Donc le principe pour s'assurer en cascade de glace, la plupart du temps, on met ça, on fiche ça dans la glace. Donc on visse dans la glace et on rentre jusqu'à là. Pour la suite de l'atelier, ils devront apprendre à connaître et à utiliser le matériel de sécurité. Ça fait des années qu'entre copains on fait de la montagne mais en descente, donc on fait de la poudreuse, on fait du hors-piste, on est toujours accompagné par des guides. Mais je trouve que là on a vraiment appris des choses et quelque part ça nous conscientise par rapport à ce qu'on faisait, je trouve. Un bête exemple, on se trimballe avec des Harva depuis 3 ans, on n'avait jamais vu comment ça fonctionnait. Je veux dire, on se sentait en sécurité parce qu'on avait notre Harva et puis voilà, maintenant on sait vraiment comment faire pour les missions, la recherche, je veux dire, le côté pratique. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est vraiment là. C'est là, hein. On l'a fait. L'Harva est un petit émetteur électronique utilisé pour la recherche de victimes en cas d'avalanche, l'un des dangers les plus meurtriers en montagne. Lorsqu'ils pratiquent hors-piste, même les skieurs les plus expérimentés peuvent être surpris par une avalanche. Depuis quelques années, ils doivent porter un appareil électronique appelé Harva, qui permet de retrouver une personne ensevelie. L'appareil est révolutionnaire, mais il faut savoir bien s'en servir. C'est ce qu'ils apprendront ce soir grâce à l'Ifremont. Ah, c'est parti ici, hein. Le témoin. C'est parti ici, ça a cassé là. Et j'ai vu, il y avait un skieur dessous là. Et je sais pas, je vois plus. Il y en avait combien? Je sais pas, j'ai vu au moins une personne dessus. Recherche. L'Harva est un appareil qui émet et reçoit des ondes. Pendant la descente, les skieurs le mettent en mode émetteur. Si une avalanche survient et ensevelit l'un d'entre eux, le reste du groupe passe en mode réception. Ainsi, l'appareil sonnera de plus en plus vite lorsqu'ils se rapprocheront de la victime. Le temps est précieux et l'opération de recherche doit se dérouler rapidement. Un enseveli, quand on le récupère avant 5 minutes, on a normalement 95% de chances de survie. Donc c'est un petit peu le timing qu'il faut essayer d'avoir. Et 5 minutes, c'est très court, hein. Il faut déjà trouver la victime, la sonder, et après ça, pelleter, le sortir, et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Le temps de survie est très court sous une avalanche parce que la victime se retrouve vite en situation d'asphyxie. Contrairement à certaines idées reçues, l'air ne circule pas sous la neige. Ils ont réussi à accrocher un autre Harva là-bas, donc il doit y avoir 2 victimes. Allez, impeccable. Voilà, 4 minutes 16, super. Allez, l'autre. La tête. Les stagiaires ont réussi leur exercice. On a la tête. Allez, c'est bien. Hein.
C'est en pratiquant la technique plusieurs fois qu'ils parviennent à être suffisamment efficaces. Ça va, c'est pas mal. Hein. Moins de 5 minutes pour la première et 6 minutes 35 pour la deuxième, donc c'est quand même bien. Très bien. Pas mal de Bon, ben voilà. Les études ont montré que quand on était entraîné à refaire un exercice serva une fois par an, eh bien, on avait une amélioration par 2 de la rapidité de recherche de la victime. Donc un entraînement une fois par an est vraiment efficace, quoi. Le hors-piste est une pratique de plus en plus prisée par les skieurs du monde entier, charmés par la neige poudreuse. La sensation de glisse et de liberté attire un grand nombre de sportifs vers ce type de descente aussi grisante que dangereuse. Ok, pour mieux se repérer, donc on est vraiment sous le télésiège comme point de repère. Et après la traversée, donc il faut prendre la traversée puis revenir un petit peu en dessous. Voilà, elle est complètement prise dans un arbre. Moi, je touche pas, elle a l'air d'avoir super mal. Ok, reçu, on arrive. Ce matin, les stagiaires de l'Ifremont sont confrontés à un scénario d'accident hors piste. Une jeune femme vient de chuter d'une barre rocheuse et de s'écraser contre un arbre. Les stagiaires doivent la localiser, lui apporter les premiers soins et la transporter en lieu sûr. On l'entend là. On arrive, on arrive. Venez, c'est ici, venez. La mise en situation se veut la plus réaliste possible. Tout y est. La barre rocheuse, l'arbre et la victime. Une intramusculaire de morphine dans la cuisse. Allez, Les stagiaires se précipitent pour intervenir. Malheureusement, ils ont oublié quelque chose On a fait d'essentiel. un bilan complet. Ah, elle est consciente. Elle a mal au dos. Ouais, mais vous l'avez pas dit. Vous l'avez pas dit ça, ok, consciente. Il y a plein de gens qui font rien là. Quelque chose là. Il fait mal là. Aïe. Bon, moi je voudrais qu'on s'occupe un peu de son dos aussi. Faut jamais rien faire. Hein. Faut pas rester inactif. Il y a des gens qui font rien. Il y a toujours des trucs à faire. Les stagiaires sont laissés à eux-mêmes. Il s'agit d'une technique de formation qui leur permettra d'apprendre de leurs erreurs. C'est chantier un peu, là. Il n'y a pas d'organisation, mais c'est normal la première fois. Mais il y a déjà quand même un semblant d'organisation qui se fait. Voilà, mais en même temps, il y a pas mal de choses qu'ils ne savent pas encore et qu'on va leur montrer après en fait. Hein. Sur le brancard, la couverture. Le traîneau, ça va être le bordel après, hein. Donc préparez-vous, ça va être quelque chose. Comment vous allez l'amener, comment vous allez mettre la victime dessus. Emmanuel Couchy chronomètre l'intervention. L'objectif est de transporter la victime en moins d'1 heure. Allez, on est à 30 minutes bientôt là. C'est pas mal. Comme elle est endormie, elle est allongée par terre. Les autres s'activent autour, donc ils ont chaud. Et en plus, ils l'ont endormie un petit peu. Donc ils favorisent aussi la chute en hypothermie. Donc c'est un petit peu une course contre la montre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire non plus trop vite, il ne faut pas bâcler. Et en même temps, il ne faut pas non plus passer 3 heures à mettre une attelle. Voilà. Donc il faut savoir aussi être un peu rustique. La victime est maintenant prête à être transportée. Elle est installée sur un traîneau retenu par 4 personnes. Les secouristes doivent faire vite, tout en évitant de tomber. Alors voilà, vous avez mis 47 minutes. Voilà, 45 quoi. 3 quarts d'heure. Et puis une demi-heure de prise en charge. L'opération est un succès pour les stagiaires. Il est temps maintenant de faire le bilan pour corriger les erreurs qu'ils ont commises. Emmanuel a filmé toute l'intervention. Grâce à ce genre de formation, les secours en montagne deviennent de plus en plus efficaces et performants. Toutefois, la montagne reste un milieu extrême où il n'est pas toujours possible d'intervenir et où il vaut mieux ne pas s'aventurer à la légère. Il faut savoir que même à Chamonix, hein, vous avez encore des sommets où il faut attendre, où vous ne pouvez pas aller si le temps n'est pas suffisamment bon, quoi. Donc avec des moyens qu'on a actuellement pour aller sur la Lune, on est capable d'aller sur la Lune,
mais on n'est toujours pas capable d'aller chercher quelqu'un dans la bourrasque à 4000 mètres d'altitude, malgré l'équipement qu'on a maintenant, quoi. Donc ça reste vraiment un milieu hostile, et ça, il faut le rappeler tout le temps. Une entorse de genou dans la vallée blanche, avec le mauvais temps qui s'installe, eh bien ça peut se terminer par un décès, quoi. Et c'est déjà arrivé. Chamonix est le berceau de l'alpinisme. Toutefois, la pratique s'est exportée rapidement au début du 20e siècle, partout où les montagnes sont reines. Le parc national de Banff, dans les Rocheuses canadiennes, est réputé pour sa grande splendeur. Il est inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 1985. C'est l'un des parcs les plus visités au monde. Jonathan Leeton est un alpiniste chevronné qui habite Calgary, à 120 km du parc. Il s'y rend régulièrement pour faire de l'alpinisme. Il aime beaucoup l'endroit, mais s'il peut aujourd'hui encore pratiquer ce sport, c'est grâce à la grande compétence des secouristes de la région. Il y a quelques mois, il a été victime d'un grave accident en pleine paroi. L'accident est arrivé là, environ au premier tiers de la falaise, exactement au centre quand on regarde à partir d'ici. Vous pouvez voir une série d'ombres projetées du sommet. Celle du bas provient d'une petite crevasse et juste à côté, on peut voir une fissure qui monte légèrement vers le haut, puis dévie vers la gauche. Je me trouvais environ 10 mètres au-dessus de cette crevasse lorsque l'accident est arrivé. Je suis tombé, puis j'ai atterri environ 7 mètres au-dessous de la crevasse, un peu à sa gauche. L'accident de Jonathan s'est produit dans un endroit particulièrement difficile d'accès. Lorsque les secours ont été prévenus, ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. Quand nous recevons un appel, nous commençons tout de suite à récolter de l'information pour assembler les pièces du casse-tête. Nous devons en savoir le plus possible sur le point d'ancrage, sur les blessures, sur l'état de l'équipement. La corde a-t-elle été endommagée? Quel est l'escarpement de la falaise? Pouvons-nous nous y rendre en hélicoptère? Ce sont les questions que je pose à la personne qui nous appelle. Ensuite, nous survolons les lieux en hélicoptère pour évaluer la situation. L'un des hommes est demeuré inconscient pendant 3 à 5 minutes. Il ressent des douleurs depuis une dizaine de minutes. Nous avons pu voir l'hélicoptère s'approcher pour évaluer la situation, puis repartir. Nous nous demandions ce qui se passait. Les équipes de secours de Parc Canada interviennent généralement avec des hélicoptères dépourvus de treuil. Ils utilisent une technique appelée sling, qui consiste à suspendre le secouriste directement sur une corde fixe et à le déposer en pleine paroi. La manœuvre est encore plus délicate qu'avec un treuil. Arrivé sur les lieux, Aaron constate assez rapidement que Jonathan est dans un état critique. Il va devoir être évacué en civière. Pour cela, il demande immédiatement l'aide de Steve, son équipier. Aaron a évalué la situation et demandé qu'on lui apporte le matériel nécessaire. Steve est arrivé et ils m'ont immobilisé. Ils ont vérifié mon état de santé pour savoir où j'avais mal exactement. La chute de Jonathan a été particulièrement violente. Il présente plusieurs lésions au cou, à la jambe et au visage. Peux-tu m'aider? Voilà. Ça va stabiliser ton cou. OK. Je vais faire de mon mieux. J'ai perdu connaissance au cours de ma chute, alors je ne me souviens pas de ce qui m'a fait tomber. Peut-être que j'ai glissé, que ma corde s'est brisée ou que j'ai été frappé par une pierre. Je compte jusqu'à 3, puis je t'aide à bouger ta jambe, d'accord? 1, 2, 3. Tout va bien? Les secouristes vont s'occuper de Jonathan assez rapidement, malgré le lieu très exigu. La manipulation doit être très précise pour éviter d'aggraver les blessures. Nous avons immobilisé M. Litton. Il était très calme, très maître de lui-même. C'était bien pour nous parce que lorsque les gens sont compétents et expérimentés, notre travail est beaucoup plus facile. Oui, tout va bien. Tout est prêt. Bravo 15, Bravo 25, EMS just pulling in.
J'ai eu plusieurs blessures suite à ma chute. Grâce au professionnalisme des gens qui m'ont aidé, le pilote de l'hélicoptère et les secouristes qui m'ont fait descendre de la montagne aussi rapidement que possible, la gravité de mes blessures a pu être considérablement réduite. Le patient est au sol. Nous allons le transférer aux services paramédicaux. Je ferai un autre bilan dans 2 minutes. L'autre alpiniste a également été évacué. Aujourd'hui, Aaron et Jonathan retournent sur les lieux de l'accident pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Aaron, bonjour. C'est ici que l'hélicoptère... C'est ici qu'on t'a déposé. Oui, je crois que tu peux voir la crevasse juste là. Oui, tu peux sans doute l'indiquer mieux que moi. Avec du recul, j'ai réalisé qu'une partie du problème était le manque de prévoyance. À cette époque, je croyais être au sommet de mes habiletés techniques en tant qu'alpiniste et je croyais être en sécurité. Je dois admettre que je savais que mon dernier point d'ancrage n'était pas optimal, mais c'était ma seule possibilité. Avant même que je puisse en trouver un meilleur, je suis tombé. Alors je suppose qu'on croit bien évaluer le degré des risques que nous prenons, mais parfois ça ne se passe pas comme on le souhaiterait. Au début de la journée, on ne se dit pas « Ah, les services médicaux du parc sont là pour surveiller mes arrières ». Je veux dire, nous tentons de ne dépendre que de nous-mêmes. Mais en même temps, nous essayons d'être préparés à l'éventualité d'un accident qui nous obligerait à appeler les secours. Je dirais qu'une intervention de secours aussi technique n'arrive qu'entre 6 et 10 fois au cours d'un été. Alors, la plupart du temps, nous nous occupons de cordes emmêlées sur les pistes, d'urgence médicale, ainsi de suite. Le service médical du Parc national de Banff intervient pour tout ce qui arrive en dehors des sentiers battus. La montagne est un milieu risqué où les accidents peuvent toujours survenir. Jonathan n'a commis aucune imprudence ce jour-là. Toutefois, ce n'est pas le cas de tous les pratiquants. La plupart des accidents en montagne sont provoqués par le manque d'expérience ou par de la négligence. Le transport en hélicoptère s'est fait tout en douceur. C'était génial. Ouais. Mais pas la chute de 20 mètres qui l'a précédé. Il serait grandement préférable de simplement payer pour faire un tour, vous savez. Ouais. Aujourd'hui, Jonathan peut refaire de l'escalade normalement, grâce au professionnalisme des sauveteurs de Parc Canada qui l'ont tiré à temps de son mauvais pas. Au Canada et au Parc national de Banff, nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur des professionnels aussi fantastiques. Nous n'allons pas dans la montagne en croyant que nous aurons besoin de leurs services, mais c'est un privilège merveilleux que des gens comme eux soient ici. Alors pour moi, c'était très spécial de pouvoir parler de l'événement avec Aaron et de pouvoir le remercier. Allez, high five! Première montée pour moi cette saison. Que ce soit au Canada ou en Europe, beaucoup d'alpinistes doivent la vie à des sauveteurs expérimentés. Des hommes et des femmes qui s'entraînent durement tout au long de l'année pour intervenir en cas d'accident. Leur présence ne doit cependant pas éclipser le fait que la montagne est un endroit dangereux qui ne pardonne pas. Il faut donc faire preuve d'une grande prudence avant de s'y engager.